Donc on m'a demandé de partager mon expérience, ou en tout cas comment moi je vois les choses par rapport à ça. Donc moi je l'ai vu vraiment sur comment est-ce qu'on peut bâtir des ponts, comment est-ce qu'on peut tendre des liens, comment est-ce qu'on peut relier les personnes et les éléments entre eux. Chose que moi je fais dans mon métier tous les jours, mais je pense qu'on est plusieurs à travailler là-dedans, à chercher des interconnexions entre les acteurs, à leur permettre de se trouver des complémentarités pour pouvoir faire un bout de chemin ensemble, parce qu'on sait qu'ils ont des choses à s'apporter les uns et les autres, et on veut les aider à faire ça au mieux. Ici, moi, ce que je vais vous partager, c'est peut-être les grandes étapes, entre guillemets, les grandes questions que moi je me pose quand je me dis, tiens, est-ce que je vais entrer dans cette action-là? Les grandes questions, les grandes étapes qui sont miennes, je vous propose de les partager, et peut-être de partager avec vous quelques méthodes. Donc voilà, c'est sujet à discussion, donc n'hésitez pas si vous voulez qu'on développe ensuite. Ah oui. Mais peut-être juste ces grandes étapes-là, ça va être d'abord de questionner le sens. Pourquoi est-ce qu'on veut que ces personnes, que ces acteurs travaillent ensemble? Est-ce que réellement ça a du sens? Est-ce que ça a un intérêt pour eux? Est-ce que ça a un intérêt pour nous? Ensuite, identifier les éléments qu'on veut relier. Et concevoir les méthodes créatives. Alors ma petite flèche a un peu bougé, et je pense qu'elle n'est pas... elle est justement très codifiée de ce que mon PowerPoint voulait bien faire quand je l'ai fait. Parce que bien entendu, et identifier les personnes ou les acteurs ou les éléments qu'on veut relier entre eux et concevoir les méthodes créatives qui vont permettre de le faire, ce sont deux choses qui avancent en parallèle, puisque sans cesse, on va adapter l'un à l'autre. Donc je vais les présenter dans un certain sens, mais bien entendu, ça avance simultanément. Ensuite, une fois qu'on a identifié ce qu'on veut mettre en lien, qu'on a identifié que ça avait du sens de le faire, qu'on leur a permis d'identifier le sens pour eux aussi, et parfois aussi qui nous permet d'enrichir notre vision de cela, qu'on a conçu des méthodes pour permettre de faire émerger ça, mais il faut les y accompagner. Parce que juste les mettre en situation, ça ne suffit pas. Donc comment est-ce qu'on les prend par la main ou pas pour le faire, et puis comment est-ce qu'on peut capitaliser sur ce qu'on leur a fait faire ensemble. Peut-être juste une petite parenthèse qui permettra peut-être à ceux qui ne me connaissent pas encore de peut-être voir plus clair. N'hésitez pas, quand vous avez des questions ou quoi que ce soit, à m'interpeller. C'est très, je veux aussi ce temps convivial et d'échange, donc si c'est pas clair pour vous, à m'interpeller. Et deuxième chose, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi je travaille vraiment à stimuler l'innovation au sein de mon réseau. Donc je travaille pour un pôle de compétitivité, donc moi ce sont les acteurs du transport, de la logistique et de la mobilité, et c'est comment est-ce que je peux permettre à ce secteur-là d'être innovant alors qu'il n'est pas à la base. C'est pas dans la logistique ou dans le transport qu'on innove de la manière la plus naturelle qui soit, donc comment est-ce qu'on peut faire pour les aider à innover, parce qu'on sait que c'est nécessaire pour se développer. Et c'est surtout nécessaire d'appliquer et d'exploiter toutes les technologies et toute l'intelligence qui sont dans nos UNIF, dans nos centres de recherche, dans nos PME innovantes ou les grosses boîtes, qui n'attendent que d'avoir un terrain pour pouvoir appliquer ça et le mettre en pratique, et surtout que ça rende plus compétitif mon secteur. D'où le fait que je suis sans cesse dans qui fait quoi, comment est-ce que je vais pouvoir les mettre ensemble, et qui peut apporter quelque chose à qui d'autre ou à quel autre projet, de manière à vraiment travailler avec ce terreau. Je serai parfois un peu brouillonne parce que je ne suis pas arrivée à mettre le mode présentateur sur mon ordinateur, donc mes petites notes ont disparu, elles sont cachées là derrière. Donc si parfois je passe d'un point à un autre, ne m'en veuillez pas. Alors, cette première image sur questionner le sens. Dans nos métiers, que ce soit pour un pôle ou d'autres réseaux, très souvent on va devoir mettre les gens en lumière, leur faire trouver une place sur des foires, sur des salons. Et j'ai eu envie de prendre cette image qui n'est pas d'un salon sur lequel j'emmène mes membres, mais ça pourrait, et c'est dans la même salle, pour montrer que ça, pour certains, ça suffit. Ils sont tous intéressés par la même chose, ils sont dans un espace-temps au même moment, dans un même lieu. Ok, on a fait notre job, de liens, ils vont s'en faire. Oui, peut-être, ou peut-être pas. Moi, je pense que ça suffit pas.
ou en tout cas que là, oui, il y aura probablement des choses qui vont se créer, il y aura probablement des collaborations, mais on peut faire beaucoup plus. Et comment est-ce qu'on peut faire pour passer de ça à ça, ou encore à ça? Je vous rassure, je n'ai pas mis trop de photos, j'ai dû choisir. Donc comment est-ce qu'on peut faire pour arriver à connecter toutes ces personnes, et est-ce que réellement, j'étais sur-questionner le sens, est-ce que réellement ça a un intérêt que tous ces gens se parlent et que tous ces gens se rencontrent? Je ne pense pas. Je pense que d'un point de vue professionnel, on a intérêt vraiment à identifier ce qui est prioritaire et à sélectionner dans le temps des membres avec lesquels on travaille, des entreprises ou des universités, des centres de recherche, qu'on les aide à aller directement vers les personnes qui ont des choses à leur apporter et auprès de qui eux peuvent faire valoir leur technologie, leurs compétences, leurs expertises. On n'a pas de temps à perdre à mettre en place des méthodes pour que tous ces gens-là, qui sont au même endroit, au même moment, intéressés par la même thématique, se parlent. Donc je suis vraiment sur cette question de questionner le sens, ciblons et orientons de manière à ce que ce soit le plus riche possible et le plus rapide possible. Donc passer de ça à ça ou à ça. Ensuite, ça va être identifier les bonnes personnes. Et je pense que là, c'est vraiment le besoin pour nous, dans nos métiers, de développer notre connaissance de notre terreau et de ces acteurs pour pouvoir identifier les points de rencontre. Mais bien que je connaisse une partie de mon réseau, si je leur faisais faire cet exercice-là, j'en apprendrais bien d'autres. Donc c'est vraiment pouvoir utiliser des méthodes de manière à développer notre connaissance sur tous ces petits facteurs qui ne font pas partie du discours général du networking classique ou professionnel classique. Comment est-ce qu'on peut faire pour les faire sortir du cadre et s'apercevoir que telle personne qui par exemple travaille dans le développement d'une technologie IT hyper ciblée, mais par ailleurs est en fait un passionné de vélo qui pourrait en tant que citoyen partager le fait que lui il pense qu'il faudrait développer tel système de batterie ou tel système et en fait son expérience elle est intéressante sur le vélo et on pourrait donc la raccrocher à d'autres types de projets. Mais si on reste dans son créneau habituel et qu'on ne le met en contact qu'avec des personnes qui vont le renforcer dans son rôle d'ingénieur IT centré sur X projet, on ne saura jamais que c'est un expert en vélo. Donc comment est-ce qu'on peut faire pour identifier les compétences de chacun, mais surtout développer notre connaissance d'eux et de ce qui les anime réellement. Donc comment faire pour faire ensuite travailler ensemble les différents acteurs concernés. J'ai repris en fait cette photo qui était tout simplement une photo qui m'a été la photo d'une affiche sur laquelle Bipost m'a demandé de faire travailler un groupe de travail parce qu'eux-mêmes se posaient la question, mais nous il y a plein de gens qui travaillent pour nous, comment est-ce qu'on peut faire pour les faire travailler ensemble? Et je trouvais que c'était assez parlant pour ce qu'on va faire aujourd'hui, pour la recherche de méthodes. En fait on se pose tous la même question, ou en tout cas à bien des endroits. Alors, une fois qu'on est sûr que ça a du sens, qu'on a identifié les personnes ou les objectifs, tiens, comment est-ce qu'on peut créer des méthodes? Et là, chez Logist, ici ce sont quelques exemples sur lesquels je reviendrai peut-être, mais je pense que ce qui est vraiment essentiel, c'est de développer notre proximité à notre réseau ou à nos réseaux pour entendre de quoi ils ont besoin, pour entendre ce qui les anime. Souvent, moi, je dis à mes chefs de projet, mais comment est-ce qu'on peut faire pour que ton équipe de projet, puisqu'ils travaillent avec des universités, des centres de recherche, d'autres entreprises, et ils disent, moi j'ai envie que les gens de toutes ces organisations-là, quand ils sont hyper en forme le lundi matin, je voudrais bien qu'ils bossent sur mon projet, pas sur les autres projets, je veux qu'ils bossent sur le mien. Comment est-ce qu'on peut faire pour que quand on a toute l'énergie, on puisse la mettre au service des projets qui intéressent les uns ou les autres? Est-ce que c'est très clair? Parce que moi je me rends compte que je parle de projets, de partenaires, etc. Est-ce que vous me suivez ou pas du tout? Oui. Donc aussi avec une dimension dans ma mission, vraiment d'accompagner des projets multipartenariaux, donc avec des gens qui ne se connaissent pas au départ et qui vont devoir travailler pendant 3-4 ans ensemble pour développer de la technologie innovante qui, évidemment, dans mon secteur, alimente mon secteur, donc transport, logistique et mobilité. Alors ici, j'ai eu envie de prendre quelques exemples de méthodes créatives, parce que pour moi, la créativité, c'est principalement un outil.
un outil vraiment où je les fais travailler ensemble autour d'outils créatifs, mais j'utilise aussi la créativité pour amener des nouveaux outils. Donc je l'utilise à la fois au sein de mes groupes et puis au sein de mon équipe pour avoir nous-mêmes des idées créatives, pour les embarquer avec nous. Parce qu'une des choses que j'avais envie de partager avec vous aussi, c'est que c'est le fait d'oser. Je pense que nos interlocuteurs, ils sont dans des... nos interlocuteurs, ils sont pris par un rush d'activité, par le monde de l'entreprise. Et comment est-ce qu'on peut faire pour qu'ils voient la valeur ajoutée de ce type d'action, ou de ce type d'action avec des panneaux. Il faut leur permettre de voir la valeur ajoutée, mais ici, je pense que ce que j'avais envie de partager avec vous, c'est le fait qu'à un moment donné, il faut prendre ses tripes, son cœur, et se dire « Ok, j'y crois, je me lance, et plus mes méthodes vont être décalées, vont être créatives, vont être originales, mais plus je serai sûre de moi, et plus ils s'embarqueront avec moi, et ils oseront faire ce pas, parce qu'il n'y a que quand on les pousse un peu dans leur retranchement qu'on arrive vraiment à des choses peut-être plus riches, peut-être plus décalées, mais surtout des choses qui vont les animer. » Et parmi tous les projets R&D dans lesquels ils sont impliqués, moi, mon objectif, c'est que ceux qu'ils déposent chez moi, ce soient ceux qui parlent à leur tripes, à leur cœur, pour qu'ils se mettent vraiment pleinement dedans. Donc ici, quelques exemples de méthodes qu'on avait mis en place et qu'on a mis en place au sein du pôle, par exemple, c'était de créer le défi des 3 slides, 3 minutes, où on peut dire, bon, bah oui, 3 slides, 3 minutes. Mais en fait, le fait de rester dans ce cadre dont je vous parlais tout à l'heure, d'être dans un objectif clair, d'avoir un cadre strict, à 3 minutes ça sonne, à 3 minutes c'est terminé, vous n'avez plus la place, on coupe le micro, ça les met dans un challenge pour aller à l'essentiel, et pour partager l'essentiel de ce qu'ils vont pouvoir dire aux personnes qui sont dans une assemblée de 150 à 100 personnes, pour que les autres se disent « Ah tiens, lui je vais aller le voir après dans le temps de networking parce que son projet il est vraiment intéressant et j'ai des choses à faire. » Donc comment les pousser dans un cadre dans lequel ils disent tout de suite « Non, 3 slides, 3 minutes, moi je ne fais pas, c'est trop court, j'aurai pas le temps, nanana. » Vas-y, plonge, essaye. C'est quoi qui est important pour toi maintenant? Et c'est uniquement ça que tu vas partager aux gens. Utiliser des métaphores. Nous, on avait utilisé beaucoup de métaphores. Ici, la métaphore de la route. On a déjà utilisé la métaphore de la tomate. Alors, allez dire à des transporteurs, leur envoyer dans un carton d'invitation avec quelques graines de tomates en leur disant « Venez avec nous, on va planter des tomates ». Le fait d'oser et d'être en décalage va attirer leur intérêt. Il va dire ils ont quand même le culot d'oser m'envoyer des graines pour qu'on cultive ensemble des tomates. Je vais quand même aller voir ce que cette bande d'allumés et voir de quel bois ils se chauffent. Je pense que ça peut aider. Concevoir et oser exploiter les outils de visualisation de l'apport et du gain. Je vous ai mis une petite photo tout à l'heure. Souvent dans des projets innovants, multipartenariaux, on y apporte des choses, on en retire d'autres, mais on ne sait jamais vraiment qui apporte quoi et qui retire quoi. Et je pense que dans les kick-off meetings, par exemple, que j'anime, les forcer à se questionner sur c'est une tarte, c'est un camembert. Alors souvent ils disent ouf, c'est Ingrid, elle revient, elle a la petite formation, la blonde, avec ses histoires de camembert et de tarte. Mais non, mais qu'est-ce que vous apportez dans ce projet? C'est quoi que vous allez y mettre? Ah, et c'est là qu'on voit qu'ils se disent ah tiens, et je dois le matérialiser. Oui, tu dois le matérialiser sur un bout de papier qui ressemble à un morceau de tarte et tu vas me dire ce que tu mets dessus. Et là, ça les force vraiment à essayer de faire simple et de pouvoir partager aux autres, dans un langage intelligible aux autres participants, ce qu'ils vont apporter au projet. Et puis après, leur demander, ok, maintenant on a tout ce que tous les partenaires, ça pourrait être nous, apportent au projet, maintenant qu'est-ce que vous en retirez? Parfois j'en ai qui me disent, mais moi je ne retire rien de ce projet, alors pourquoi tu le fais? Si tu ne retires rien, ne le fais pas, retire ton nom de la convention, retire pourquoi tu fais ce projet si tu n'en retires rien. Et alors c'est travailler avec eux sur si a priori tu n'en retires rien, comment est-ce qu'on peut faire que tu en retires quelque chose? Parce que si là on lance un projet dans lequel tu es censé être impliqué pendant 3 ans et où tu me dis au kick-off que tu ne vas rien en retirer, il n'y a aucune chance que dans 3 ans tu aies fait ta part du boulot. Donc comment est-ce qu'on peut faire pour que ce projet te permette de retirer quelque chose, toi humainement parlant, en tant que personne? Est-ce que ça va participer à une thèse? Est-ce que ça va participer à le fait de pouvoir monter dans l'organisation? Qu'est-ce que tu vas pouvoir en retirer et qu'est-ce que ton boss va pouvoir en retirer? Que ce soit un prof d'UNIF, que ce soit le patron d'une PME, que ce soit un directeur de centre de recherche, s'il accepte que ces gens participent à des projets, il faut que lui, pour son centre de recherche, pour son UNIF, il y ait un intérêt. Mais est-ce que
on le sait. Très souvent, les chercheurs, moi je bosse à l'UNIF, et c'est vraiment quelque chose où je disais, mais Jean-François, qu'est-ce que tu veux toi dans ce projet? Parce que si moi je ne comprends pas ton objectif à toi, même si c'est moi qui travaille dedans, je ne peux pas atteindre et répondre à ta demande, donc j'ai besoin de savoir ce que toi tu veux qu'on aille chercher. Et puis le projet, c'est quoi l'objectif? Et est-ce qu'on est bien tous derrière un objectif partagé? Est-ce qu'on est bien dans le même bateau? Est-ce qu'on est en train bien d'emprunter le même pont pour aller au même endroit au final? Qu'on y est à vélo, en camion, à pied ou en voiture, est-ce que le pont va au même endroit? Ensuite, un autre exemple, c'était des groupes créatifs. Si j'ai le temps, je vous montrerai peut-être une petite vidéo. Les logins, où on utilise très clairement là, des méthodes, que ce soit CPS, 3 minutes, ça va, que ce soit des méthodes CPS ou autres, où vraiment on les pousse, où on va croiser, nous, les besoins des entreprises chargeurs, comme on dit chez nous, ça va être des Baxter, des Spadel, Mesdag, Deleuze, etc., qui viennent et qui nous disent, voilà, moi j'ai un problème dans mon organisation en lien avec le packaging ou avec la logistique urbaine ou avec ci ou avec ça ou Bipost, et je donne la question au groupe et vous réunissez les experts autour pour trouver des solutions originales, parce que nous, les solutions BABA ou classiques, on les a toutes testées et ça ne permet pas d'atteindre notre objectif. Donc vous, aidez-nous avec des méthodes créatives à passer le pas et à aller vers quelque chose de nouveau. Perfectionner l'échangeur, c'est ce que je vous ai fait faire. Donc c'est une méthode qui a été créée par Daniel Faux, qui est à l'université de Liège, et on a retravaillé avec Frédéric Herpicom dessus pour qu'elle soit exploitable. Très souvent, nous, on l'utilise en début de formation, par exemple, ou pour passer d'un projet à un autre. Très souvent, dans des projets, j'imagine que c'est le cas chez vous, on a un Green Rail 1 qui devient un Green Rail 2, on a un Mirage 1 qui devient un Mirage 2, parce que dans la R&D, dans l'innovation, au bout des 3 ans ou des 4 ans impartis, on se rend compte qu'il y a encore des choses à développer, on a rencontré des blocs technologiques qui n'ont pas permis de passer à autre chose, et donc on redépose un nouveau projet, mais souvent l'équipe, elle change. Il y a des personnes qui s'en vont, il y a des personnes qui arrivent, mais comment est-ce qu'on peut capitaliser sur les résultats du projet? Pour ça, il y a plein de documents qui en attestent, quoique parfois il faut un peu les aider pour que tout y soit noté, comme les options écartées ou des choses comme ça, ils n'y pensent pas toujours. Mais surtout, qu'est-ce qu'on peut retirer de l'expérience projet pour savoir ce qui a bien fonctionné, pour savoir à quel moment les partenaires du projet se sont sentis paumés, se sont sentis abandonnés, ou n'ont plus vu où on allait, où il y a eu une réorientation. J'ai déjà vu des panneaux avec un tournant qui était sur plusieurs routes, mais sauf que l'angle du tournant, il était assez variable. Et pouvoir échanger là-dessus sur, tiens, quand on a réorienté, chez vous, ça faisait un tournant, vous faisiez marche arrière? Ah ben oui, parce que nous, par rapport à au sens ou à la direction au sein de notre organisation, on faisait marche arrière. Ah tiens, pour d'autres, c'était juste un tout petit tournant. Limite, on l'a pas senti, on était à un Y, poups, on a passé. Et donc, pouvoir s'expliquer pourquoi ce tournant, il a été plus rude pour d'autres, ça permet après d'essayer de mieux anticiper les tournants ou les réorientations et de pouvoir y travailler. Lancer un Logistics Affinity, c'était de nouveau sur la notion du oser. C'est quelque chose que maintenant on fait sur les salons. Vous avez vu cette photo avec ce brouhaha de personnes. Nous, on organise souvent maintenant des Logistics Affinity et où on est parti de la métaphore de nouveau de tiens, faire un projet R&D avec un partenaire, c'est comme trouver un partenaire dans une relation d'amour ou d'amitié. On a besoin de se connaître, on a besoin de se faire confiance, on a besoin de se renifler à certains moments. Mais comment est-ce qu'on peut faire pour que ces gens ils aient les conditions pour apprendre à faire connaissance, pour apprendre à se faire confiance, de manière à ce qu'ils puissent travailler réellement ensemble et au maximum de leur potentialité. Nous, on a utilisé la métaphore du Cupidon, de la Saint-Valentin, des pétales de rose par terre, mais je pense que la métaphore a permis de leur expliquer ce que nous, on entendait. Et si je leur avais juste parlé connaissance, confiance, etc., au bout de 3 phrases, ils auraient décroché, ils auraient repris un verre et on aurait changé de sujet. Tandis que venir avec un concept complet jusqu'aux pétales par terre sur un salon de transport et logistique, oups, c'est bien là que je vais, oui, d'accord, pourvu qu'on ne me voit pas, pourvu qu'il n'y ait pas de photo, pourvu qu'on ne le dise pas à mon boss. Et puis, du coup, ça interpelle, et ce média de tous ces détails vont nous permettre de vraiment expliquer que c'est comme dans une relation d'amour, c'est comme dans une relation d'amitié, on a besoin de se faire confiance, on a besoin de se connaître. Donc voilà le chemin que nous, on vous propose d'emprunter ensemble. Donc ça, c'est quelques exemples. Je vais essayer d'être rapide.
Oui, ça c'était juste quelques photos de timing en main. Ceux qui ont déjà participé savent qu'au bout de 3 minutes ça sonne et au bout de 3 minutes c'est terminé. Et en fait, ils arrivent souvent à aller à l'essentiel à 3 minutes. Un exemple de ces tartes et de ces camemberts, je n'ai malheureusement pas encore retrouvé un moyen de faire ça en plus joli ou en plus pro ou en plus IT ou en technologiquement plus neuf ou plus innovant que le papier crayon. Il y a quelqu'un qui me dit qu'il va m'aider pour ça, parfait. Login, c'était si jamais j'avais du temps, je vous aurais montré une vidéo. 30 secondes. Écoute, c'est 3 minutes la vidéo. Il y a moyen, tu crois? Oui, il faut pas la... Ou alors on termine et puis on la laissera pour ceux qui veulent voir. Ah oui, ok. C'est une vidéo en fait avec le témoignage de plusieurs participants dans le groupe 1 et ça permet de voir où ils expliquent en tout cas comment eux se sont retrouvés face à des méthodes créatives ou un peu décalées. Et ça permet de voir qu'on peut pousser vraiment n'importe qui dans une méthode créative pour autant que le cadre soit suffisamment bien construit et bien réfléchi. Et donc on peut en tirer plein de choses. Ensuite, je disais, il faut les accompagner. Je vous parlais de la diversité des enjeux, mais leur permettre d'oser affirmer qu'ils ont un enjeu, parce que très souvent, on oublie dans son organisation, on a l'impression qu'on ne bosse que pour l'objectif de l'organisation. Or, on a tout à fait le droit, et pour qu'on travaille avec nos tripes, il faut que ça nous intéresse, nous, en tant que personnes. Donc vraiment, ouvrir et autoriser nos membres à le faire aussi pour eux, pour qu'ils le fassent pleinement, pour qu'ils le fassent avec conviction et avec passion. Soutien dans les réorientations ou des actions de médiation, très souvent, parce que quand on a pris un virage à 300 degrés, il va falloir peut-être travailler avec eux pour qu'ils se retrouvent sur la même route et pour y aller ensemble. Des actions de valorisation, parce que très souvent ils oublient de valoriser leurs résultats. Capitaliser, comme je le disais, sur les résultats des projets, c'est pas toujours fait, donc je pense qu'avoir cet intérêt, c'est essentiel. C'est aussi le terreau de la créativité d'après. C'est si on a bien capitalisé sur les résultats, qu'on a bien identifié toutes les options qu'on a écartées parce que c'était pas le moment, parce que c'était pas tout de suite. Si on capitalise dessus, on pourra rebondir dessus. On pourra à nouveau mettre de la créativité en mais aussi et surtout sur l'expérience du projet, par exemple avec cette méthode. Oui, ici c'était des routes pour un projet de Charleston. Mes 3 peut-être mots-clés avec lesquels on m'avait bien briefé qu'il fallait qu'ils restent vraiment orientés sur un court message pour que vous repartiez quelque chose. Pour moi, ce qui me semble être le plus important, c'est vraiment identifier la complémentarité entre les acteurs. Et surtout, deux choses, c'est faire confiance à nos acteurs pour qu'eux trouvent des liens entre eux et pour qu'ils soient complémentaires. Et c'est aussi sans cesse se rappeler qu'on ne les connaît pas tous. Et que les personnes avec lesquelles on travaille, on ne les connaît pas pleinement. On ne connaît pas pleinement leur représentation, leur hobby, leur passion. Donc vraiment, rester ouvert et rester à l'écoute de manière à pouvoir rebondir et identifier toutes les complémentarités non visibles avec un premier coup d'œil. Ensuite, les médias ou les méthodes, tout ce qu'on va utiliser pour mettre les gens ensemble, que ce soit un exercice avec des routes ou que ce soit autre chose, mais tiens, qu'est-ce qu'on va utiliser pour qu'ils se rencontrent et pour qu'ils fassent, qu'ils co-créent quelque chose. Et c'est autour du faire, moi je pense qu'on peut développer la connaissance de l'autre et du coup qu'on peut développer la confiance. Alors peut-être encore vite une micro-chose sur la confiance. Je pense que ce qui est important quand on accompagne des personnes dans la collaboration, c'est qu'on leur fasse confiance. Ils sont capables de le faire. Ils sont capables de mettre ces projets en route et de les faire aboutir. Qu'eux nous fassent confiance en tant qu'animateurs ou en tant que cadre, faire confiance aussi au processus et là où on les emmène. Qu'eux se fassent confiance entre eux. Et puis, je vais vite, ce sera la dernière chose que je dirais, partager avec vous les 3 types de confiance. Vincenzo, Clélia et plein d'autres m'ont sans cesse entendu en parler, mais je pense que c'est hyper clarifiant et c'est quelque chose qu'on retient tous et qui permet parfois de se dire, mais tiens, où le bas blesse dans ma relation avec une telle personne. Pour moi, la confiance, elle est de 3 types, enfin pour moi, pour beaucoup de théoriciens.
elle est de 3 types. C'est qu'il y a la confiance que l'autre est compétent. Oui, je peux lui faire confiance, il est compétent, ce partenaire-là, pour faire ce que je lui demande de faire. Je le trouve sympathique, c'est un plus, c'est le 2e pilier. Je m'entends bien avec lui, au niveau relationnel, ça se passe bien. Donc, pourquoi est-ce que ça n'irait pas avec ce collègue? Parfois, là où le bas blesse, c'est l'engagement. Et donc, là où je fais travailler les membres pour qu'ils travaillent ensemble et qu'ils collaborent, je demande à ce qu'ils travaillent ces 3 types de confiance. Parce qu'on peut avoir un super collègue avec qui on s'entend hyper bien, on passe des super bonnes pauses café, on sait qu'il est compétent, qu'il est meilleur dans sa branche, mais si on sait qu'il n'en a absolument rien à fiche du projet, on ne va pas avoir confiance que le projet aboutisse. Parce qu'il ne sera pas engagé. Et donc, pourquoi on va travailler, ce que je vais travailler avec eux pour développer, pour qu'ils puissent bâtir des ponts et tisser des liens entre eux, ce sont ces 3 types de confiance. La confiance de compétence, comment est-ce que tu peux montrer à l'autre que tu es le meilleur dans ton domaine, comment est-ce que tu peux montrer à l'autre que vous pouvez passer de bons moments ensemble et que la réunion, en plus d'être productive, elle va être agréable et conviviale, et comment est-ce que tu peux montrer à l'autre que tu es engagé, et que la tâche, tu le fais, et que tu le fais en temps, en heure et au bon moment. Je crois que je suis arrivée au bout. J'espère que c'était intéressant pour vous. Merci beaucoup. Si vous avez